Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nous les Normands, le magazine de BFM Normandie qui met en lumière les diversités et les savoir-faire de notre région. Avec chaque semaine un grand témoin, Jean-François Pré est avec nous cette semaine, un amoureux du cheval depuis l'âge de 14 ans, journaliste spécialisé dans les courses hippiques, il est devenu auteur de romans policiers. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. À mes côtés pour vous interroger et pour m'accompagner, deux chroniqueurs que l'on retrouve chaque semaine. Vous les connaissez. Dominique Rovskov. Bonjour Dominique. Bonjour Bastien, bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler de Charles Lanel. C'est un souffleur de verre au chalumeau. C'est assez étonnant, tout à fait. Et c'est un meilleur ouvrier de France. Bon, on va découvrir ça avec vous dans quelques minutes. Et puis Gauthier le nôtre est avec nous. Bonjour Gauthier. Bonjour Bastien. Le programme du jour. Écoutez, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'Ephrem Well, l'inventeur tout simplement de la discipline du trot, des courses de trot. Ça va parler à notre invité. Voilà pour le sommaire, nous les Normands, c'est parti. Notre invité et les chevaux, eh bien, c'est une histoire d'amour qui dure depuis de longues années. Jean-François Pré, la passion pour le cheval, c'est venu comment ? C'est venu de manière assez surprenante. Quand j'étais très jeune, disons 10, 11, 12 ans, mes parents, surtout ma mère, se désespéraient de faire de moi un sportif. Mon père était un grand sportif. Il m'emmenait régulièrement voir des matchs de football, du rugby, du tennis, parce que lui-même jouait au tennis. Et puis moi, je regardais ça d'une indifférence coupable et affligeante pour mes parents. Et puis ma mère se disait, mais le petit, il grossit, il fait pas d'exercice, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va devenir? Et voilà. J'étais enfant unique, donc j'étais l'objet de toute l'attention de la famille. Et puis, dans un désespoir de cause, un jour, ma mère était dans sa 2 chevaux, je l'accompagnais, on passe devant un cercle hippique. Elle me dit, et ça te tenterait? Bon, je dis, bof, pourquoi pas? Et dès lors qu'on m'a mis le cul, pardonnez-moi l'expression, sur un cheval, parce que c'est ce qu'il faut dire. Moi, je devrais dire les fesses, mais c'est plus poétique, c'est plus argotique de dire le cul. Et ben là, il y a eu un déclic, une espèce de décharge électrique qui a fait que je suis quand même descendu de cheval. Mais cet animal ne m'a plus quitté parce qu'après, j'ai rencontré les courses. Alors, les courses, je les ai rencontrées d'une manière aussi assez particulière parce que j'avais un prof de maths qui était un ami de mon père. J'étais nul en maths, mais nul. J'ai eu beaucoup de mal à passer mon bac à cause de ça, parce que j'avais une moyenne épouvantable de 3 ou 4 de moyenne. J'aime pas les maths, j'ai jamais aimé ça. Bref, peu importe. Donc j'étais nul en maths, mais j'étais très bon dans le cheval. Et il avait vu, c'était un turfiste, et il m'avait emmené une fois ou deux à Auteuil. Il a dit, en maths, ça restera un cancre, mais peut-être que j'en ferai un bon turfiste. Et puis vous avez une grande carrière, vous avez travaillé à Tiercé Magazine, au Parisien, à TF1 aussi, voilà. Vous avez été le monsieur cheval. Est-ce qu'il y aurait, une course qui vous a marqué particulièrement lors de votre carrière ? Oui, il y en a forcément une, parce que c'était la course de l'émotion, c'était la 4e victoire d'Ourasie. C'était exceptionnel parce que le cheval venait d'être battu, parce que tout le monde, il n'avait pas uriné, tout le monde le savait. D'ailleurs, ça faisait l'objet de tous les journaux, de toutes les ouvertures de journaux de l'époque, le pipi d'Ourasie. C'était donc là, le jour de sa 4e victoire, il avait bien uriné. J'allais dire Uranie, faire un lapsus par rapport à Uranie, qui était aussi une grande championne des années 30 et qui a gagné 3 fois le prix d'Amérique. Bref, je reviens à Ourasie. Et c'était une victoire de l'émotion parce que son entraîneur, Jean-René Goujon, l'année d'avant, 1989, quand il avait été battu, à la suite de cette défaite, je ne sais pas si c'est concomitant, mais il avait fait un AVC très grave. Et il ne pouvait plus s'occuper de son cheval, et c'était son frère qui le drivait. Enfin, c'était une victoire je veux dire, il y avait une émotion considérable autour de ça. Et puis 4 victoires d'un prix d'Amérique, ça n'a jamais été fait. Et à mon avis, ça ne sera jamais égalé. Ça reste historique. La Normandie, qui est une terre de chevaux bien connue, il y a eu des pépites. C'est la terre du cheval. Oui. La Normandie, c'est un pays extraordinaire parce que c'est une région extraordinaire. Je dirais même presque que c'est un pays. Vous pouvez dire pays, oui. Non, mais on peut dire pays parce que tout est parti de là. Tout est parti de Normandie
avec les Vikings. Et bon, les Vikings restant Vikings n'auraient abouti à rien du tout. Mais les Vikings devenus normands, ils ont conquis le monde. Ouais. Et aujourd'hui, la langue anglaise, qui est un produit de l'anglo-saxon et du français et du latin, tout vient de là. Donc la Normandie, le cheval, oui, évidemment, c'est une évidence en Normandie, le cheval, il est partout. Et puis moi j'habite Deauville. Et À quand côté de l'hippodrome. Ben en oui, plus. totalement, des hippodromes. Des hippodromes. C'est Oui, une des la formations Deauville. professionnelles. Disons-nous Ouais. passionnelle. Passionnelles. Passionnelle, voilà, une déformation passionnelle. Oui. Poétique. Et comment on passe des courses hippiques au roman policier? Alors, on ne passe pas parce que j'ai toujours été un gros lecteur. Alors, mon père, dont je vous parlais tout à l'heure, qui désespérait de faire de moi un sportif, il a fait un lecteur de romans policiers. Et je me souviens, on allait sur les quais de la Seine. Alors lui, il avait un grand sac de provisions. Il ramenait les bouquins au bouquiniste et il en reprenait autant. Donc il ramenait un bouquin, il y avait au moins 40 bouquins là-dedans, que des poches, que des polars. Et puis moi, évidemment, je les lisais derrière lui. Puis un jour, je me suis dit, comme quand on est gastronome, on a envie de faire la cuisine. Je me suis dit, moi, je suis lecteur de polar, j'ai envie d'en écrire. Et j'ai commencé mon premier roman est sorti en 1997, mais là, j'étais en pleine activité, donc j'avais pas trop le temps. Et surtout que 20 ans, je l'avais écrit 20 ans plus tôt, et je l'avais fait lire à une copine qui m'avait dit, c'est complètement nul, oublie ça. Donc je l'avais mis dans un tiroir. Ouais. Je la remercie aujourd'hui parce que je l'avais mis dans un tiroir et je l'ai ressorti 20 ans après, quand la Minute Hippique s'est arrêtée, mon émission La Minute Hippique, donc j'ai eu un petit peu plus de temps de libre. Et j'ai relu le manuscrit, je me suis dit, mais elle a raison. Je l'ai recorrigé, je l'ai réécrit et je l'ai envoyé à Fleuve Noir qui l'a publié. Et puis depuis, il y a eu Voilà. plus d'une vingtaine de romans. On va en reparler tout à l'heure parce qu'évidemment, la Normandie, elle vous inspire pour vos romans. Ah ben elle est dans tous les romans. Elle est dans tous les romans, on va en parler dans un instant. D'abord, l'histoire de Normand, comme chaque semaine, avec vous, Gauthier. Tout à fait. Vous allez nous parler d'un thème, évidemment, qui va parler à notre invité, le fondateur des courses de trot au service de la France. Alors, d'où vient-il? Qui est-il? Il s'agit en effet d'Euphrem Well, qui vient de Torigny-sur-Vire. Il est né en 1807 et décédé en 1885. C'est une belle histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, puisque Euphrem Well est le digne descendant de Gabriel Well Duhamel, un proche de Napoléon qui a participé au champ de bataille aux côtés des dragons, aux côtés des cavaliers, bref, un homme d'armée qui est devenu également, au fur et à mesure du temps, l'officier des haras nationaux, puisque les haras nationaux avaient une utilité historique, encore aujourd'hui d'ailleurs, mais notamment pour l'armée. C'est ce qui a fait qu'Euphrem Well, durant son enfance, à force de vagabonder dans les écuries, d'être à proximité des chevaux et d'entendre surtout son père parler, débattre de la génétique des chevaux, eh bien, a décidé de suivre les pas de son père. Et c'est ce qu'il a fait au fur et à mesure. Et il y a eu donc une idée révolutionnaire. Voilà, tout à fait. Cette idée révolutionnaire, elle apparaît aux alentours des années 1830, quand notre Normand est devenu sous-directeur du Haras national de Saint-Lô. Et avec cette position hiérarchique, cette capacité de mettre en place des projets, il eut l'idée de lancer tout simplement la discipline des courses de chevaux de trot, tout simplement. Et tout est allé très vite au fur et à mesure. Premier rendez-vous, le 25 et 26 septembre 1836, notre Normand a organisé la première course officielle de l'histoire sur une plage du Cotentin à Tour-la-Ville, précisément la plage de Collignon. Là, ce fut l'effervescence, parce que notre Normand, Euphrem Well, plus que le divertissement des courses hippiques, voyait en réalité une possibilité de faire en sorte que la France reste leader en matière de génétique de chevaux, et en les confrontant les uns aux autres, on pouvait isoler la meilleure génétique. C'est ce qu'il a fait, mais tout s'est fait de manière plus officielle en 1837, une année après, à Caen, sur l'hippodrome de la Prairie, et notre Normand a réglementé tout ça. C'est-à-dire que chaque chevaux de trot qu'il a inventé par conséquent devait être élevé en Normandie pour marquer et en effet l'importance de ce territoire. Et ensuite il y a eu une émulation, ça a explosé en France, j'ai envie de dire, Bastien. On en parle toujours aujourd'hui évidemment de ce sujet. Quel est l'héritage
Eh bien, cet héritage, il est important, car après avoir organisé ses premières courses, toutes les élites locales, tous les notables voulaient recevoir leurs courses de trot. C'est ainsi que très vite, il y a eu une effervescence pour construire des hippodromes en Normandie, bien entendu, à Dieppe, à Bréal, encore, je l'ai dit, Caen, mais en dehors de la région Normandie, Angers, Langonnet ou encore Saint-Malo. Bref, en 1852, il y avait pas moins de 45 hippodromes dans toute la France. Et aujourd'hui encore, c'est un héritage exceptionnel de Frémoël, puisqu'il y a 18 000 courses de chevaux, toutes disciplines comprises aujourd'hui, mais 11 000, Bastien, de chevaux de trot, ce qui démontre en réalité l'héritage incroyable de Frémoël, qui est encore aujourd'hui honoré lors de courses à Vincennes. Chaque année, il y a le Grand Prix Euphrem-Well, à Cherbourg, en Cotentin, avec un autre Grand Prix Euphrem-Well. Bref, c'est incroyable ce qu'il a fait. Il a contribué à faire en sorte que la France, en réalité, dans une époque où le cheval était une arme de guerre centrale, décisive pour gagner, eh bien d'être avant-gardiste en la matière. C'est notre Normand à qui nous le devons. On lui doit beaucoup. Ah oui, oui, oui. C'était un pionnier. Ça a été très bien décrit par Gauthier. Et il a créé une race spécifique, c'est le trotteur français, qui était en opposition du standardbred américain, qui est le standardbred américain qui s'est développé génétiquement de manière différente. Mais il faut savoir qu'en Amérique, il y a aussi des courses d'ambleurs qui sont interdites en France. Donc l'amble est une allure artificielle, le trot est une allure naturelle. Donc Euphrem-Well a développé tout ça. Et effectivement, ça a donné des chevaux très rustiques, des chevaux très solides, qui pouvaient très bien convenir pour le combat. Et puis du jour où le cheval de guerre n'existait plus parce qu'on avait inventé les tanks, du jour où le cheval n'était plus un moyen de transport, eh bien c'est devenu un loisir. Et les courses au trot se sont développées. Tout à fait. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il a créé en 1864 la Société d'encouragement pour l'élevage du cheval français. Et grâce à lui, nous devons également des écrits précieux sur la génétique du cheval. Absolument. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Merci beaucoup Gauthier. On va revenir à vous, Jean-François Pré. On va continuer évidemment à parler de cheval avec vos souvenirs marquants. Vous nous avez dit que vous avez acheté une pouliche trotteuse avec un ami et que vous aviez plutôt eu du nez, comme on dit. Ah oui, alors j'avais 20 ans, je crois. 20 Rêve ans de pile. propriétaire, c'est ça? Ah ben à partir du moment où on met le nez dedans, on devient turfiste. Et après, alors, il y a quand même deux catégories de turfistes. Il y a les joueurs de numéros dans les bars PMU qui sont tout à fait respectables parce qu'ils apportent de l'argent à la caisse, mais qui sont pas des gens très intéressants parce que uniquement. Et puis il y a celui qui franchit la barrière et qui a envie d'aller de l'autre côté et qui a envie de devenir propriétaire ou de monter, de devenir jockey s'il a la taille, ce qui n'était pas mon cas, ou d'élever, enfin peu importe. Enfin, une des activités, elles sont nombreuses autour du cheval. Donc, effectivement, moi, mon rêve, c'était... Bon, mes parents n'étaient pas richissimes. C'était des gens ils m'ont élevé plus que bien, mais je veux dire, on ne roulait pas sur l'or non plus. Donc, acheter une part de cheval, c'était pas évident, même si à cette époque, ça coûtait moins cher. Un jour, un ami que je fréquentais dans les tribunes de Vincennes, qui lui avait des revenus beaucoup plus conséquents, me charge... parce que c'était un homme d'affaires très occupé, donc il n'a pas le temps d'aller en Normandie voir les haras. Il me charge de lui trouver un cheval. Voilà, un trotteur. Moi, jeune homme de 20 ans, investi cette mission, vous imaginez un petit peu. Je prends ma petite 2 chevaux, je récupère la 2 chevaux de ma mère, je vais en Normandie, je vais voir un haras d'un copain de mon père. Et là, effectivement, c'est là... Je regarde tous les chevaux, les foals et les yearlings, je note tout sur un papier. Et puis je reviens, je vais voir mon copain et je lui dis, voilà, il y en a 2. Il y en a 2 que j'ai trouvé qui étaient pas mal. Il y en a une qui est yearling, donc elle a 1 an, et l'autre, elle est foal, elle est sous la mer. Comment on choisit un cheval, finalement? Attends, je finis l'histoire parce qu'elle est drôle, et puis après j'explique. Ouais. Alors, l'histoire est drôle, pourquoi? Parce que il m'a dit, on va prendre la plus vieille. Et il avait raison, il y avait moins à attendre pour la voir courir. Donc elle était bonne, elle a gagné 3 courses à Vincennes, elle n'était pas mauvaise. Mais l'autre, elle a été 3e du Prix d'Amérique. Incroyable. Ouais. Je m'étais pas mal débrouillé. Alors justement, on choisit comment? C'est du flair, c'est... C'est du flair de l'observation. Des qualités physiques. Ah oui, bien sûr qu'il y a des qualités physiques, mais il ne faut pas prendre un cheval trop parfait. C'est comme les hommes trop parfaits, moi je m'en méfie. Je me méfie beaucoup des gens qui n'ont aucun défaut. Non, vous savez, l'esprit, le cerveau humain, c'est un ordinateur.
C'est un ordinateur. À force de voir des chevaux, d'en voir tous les jours, on acquiert des réflexes. On ne sait même pas pourquoi. Puis un jour, ça ressort dans le disque dur, dit toc, celui-là. Alors on pense que c'est du flair, on pense que c'est de l'intuition, on pense que c'est de la chance, on pense que... Non, c'est une accumulation d'informations comme ça qui, au niveau de l'inconscient, ressort. Alors, vous nous avez parlé de Deauville il y a quelques minutes. Deauville qui vous inspire, vous nous avez dit, mais hors juillet-août et hors vacances scolaires, c'est pas le même Deauville. Oui, parce que quand on est parisien, parce que moi là-bas je suis parisien, toute ma jeunesse je l'ai passée en Île-de-France, même si j'ai des origines normandes et même si je suis venu très jeune en Normandie, j'ai quand même été élevé dans la région parisienne. Et on n'a pas envie de retrouver ça. Que si on va en province, entre guillemets province, il faut dire région, paraît-il, mais province, c'est beaucoup plus joli. Moi, je chantant. Voilà, exactement, bravo. Et le héros, d'ailleurs, récurrent de vos romans, habite à Deauville. Oui, bien sûr, bien sûr. Je peux même vous montrer où il habite. C'est du Made in Normandie. Hein. Oui. En fait, c'est l'ancien commissaire de Deauville et qui est devenu détective privé, bénévole parce qu'il ne se fait pas payer, parce que comme ça, il choisit ses enquêtes, et puis ça lui permet de dire ce qu'il pense et de faire ce qu'il veut, en gros. Et alors, qu'est-ce que je vous disais ? J'ai perdu le fil. On était sur Deauville et les vacances. Oui, évidemment, bien sûr, quand on est parisien et qu'on a envie que Deauville est une petite ville absolument charmante, c'est une des plus belles villes que je connaisse. Je dirais même jusqu'à dire au monde. C'est une ville coquette. Elle n'est pas trop grande, mais il s'y passe plein de choses. Il y a plein d'activités culturelles. Puis c'est très joli et la région est magnifique. Donc, effectivement, quand on va à Deauville, on n'a pas envie de retrouver Paris et le mauvais côté de Paris. Deauville, c'est un petit peu un mélange d'identité locale et aussi de grands événements internationaux. Oui. C'est exactement ça. La conjugaison des deux. C'est exactement ça. Et c'est ça que j'aime. C'est retrouver la petite ville de province, la charmante, coquette petite ville. Ouais, je crois que c'est 8000 habitants, grosso modo. Hein. C'est très petit, finalement. Je crois que c'est moins que ça. Hein. Même c'est moins, 8000 quand il y a les Parisiens. Non, un peu plus quand même. Mais oui, c'est une très petite ville, finalement. Oui. D'ailleurs, ce qui est malheureux, d'un autre côté, le côté impair de cette chose-là, c'est qu'on voit beaucoup de volets fermés. En ce moment, il y a beaucoup de volets fermés. Comme dans beaucoup de villes touristiques. Beaucoup de villes touristiques, c'est exact. Mais c'est tellement agréable de se retrouver là. Et puis, effectivement, avec une vraie vie culturelle, plein d'événements internationaux aussi. C'est un cas unique. Un mot de la Suisse normande aussi, Jean-François Pré, parce que je crois que c'est un lieu que vous conseillez à nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas. Mes meilleurs amis habitent Tingebray. Donc Tingebray, c'est entre Flers et Vire. Dans l'Orne. Et voilà, et c'est en plein cœur de Suisse normande. Et comme ils ont une très très belle maison, et de leur maison, il y a un joli lac devant, un peu comme le lac de Vire. Et c'est tellement beau. Et c'est tellement beau. C'est vrai que... Alors moi, je suis golfeur aussi. Donc... le parfait Deauville. Hein. Il y a plein la caricature du Deauville. Et donc... Allez-y, je vous en prie. Non, mais je disais, la Suisse normande, c'est vraiment... Alors, les gens ne connaissent pas. C'est très, très joli. Vous allez à Pont-d'Ouilly, Thury-Harcourt, tout ça, c'est absolument magnifique. Ouais. Et ce qu'il faut faire, c'est se perdre sur les petites routes de province, c'est-à-dire oublier les grandes, et puis se tromper d'itinéraire, et puis aller... serpenter dans les montagnes normandes, on peut dire ça, et de préférence à l'automne. C'est un régal pour les yeux. Puis comme il y a personne sur ces routes-là, on peut arrêter la voiture et puis on peut se mettre en béatification devant le paysage. Et donc il y a un petit peu tout ça, de la Normandie très diversifiée dans vos livres. C'est formidable. La Normandie, c'est formidable parce qu'il n'y a pas beaucoup de régions qui soient aussi diversifiées. Parce qu'entre le pays de Caux ou le pays de Bray et la Manche et Granville et tout ça, ça n'a strictement rien à voir. Fait, oui. On a l'impression d'être ailleurs, d'être dans un autre monde. C'est une myriade de petits pays. Oui, c'est ça. On peut le dire. C'est ça, exactement. Puis des bons produits. Exactement.
Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous aussi nous communiquer, nous donner bien vos conseils de sortie en Normandie, les savoir-faire qui vous inspirent, les lieux qui vous inspirent. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran avec l'appareil photo de votre téléphone. Je vous rappelle aussi notre ligne WhatsApp pour nous écrire le 06 10 82 63 27 et nous passerons vos messages dans cette émission. On poursuit avec la découverte normande de la semaine. Avec vous, Dominique, vous allez nous parler de Charles Lanel, un souffleur de verre au chalumeau. Oui, là on vient à Rouen tout simplement. Charles Lanel, souffleur de verre au chalumeau, meilleur ouvrier de France. Il réalise évidemment des petites merveilles. À 33 ans, Charles Lanel est un souffleur de verre épanoui. Il est salarié dans la société Le Cordier Siverzo. C'est à Saint-Léger-du-Bourgogne. C'est vraiment tout près de Rouen. Et notre Normand a été auréolé de son fameux titre de Mauve en 2019. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour les Mauves parce que je trouve que ce sont de véritables talents. C'est vrai. Alors tout a débuté dans l'enfance. Il a même transmis sa passion à son frère. Oui, alors Charles déclare sa flamme pour le métier de souffleur de verre dès l'âge de 6 ans. Ça commence tôt. Ça se passe en région parisienne, à la mer de Sable, précisément, où il observe un souffleur de verre et il tombe amoureux du pays. Un peu comme vous, quand vous êtes tombé amoureux du cheval. Exactement. Voilà. À 15 ans, notre homme Charles fabrique lui-même des boules de Noël et des sculptures en verre dans un petit atelier qui s'était aménagé. Son frère le regardait faire et Charles lui a aussi transmis donc la passion puisque son frère est devenu souffleur de verre et meilleur ouvrier de France en 2023. Après une formation à Paris au lycée d'Orient, la seule formation publique, il faut le noter, pour devenir souffleur de verre au chalumeau, celui-ci a grandi dans l'Eure et il a débuté sa première expérience professionnelle ensuite dans la capitale. Et puis évidemment, on le retrouve en Normandie. Quelques temps après, il rejoint l'université de Rouen, où d'ailleurs durant ces années, il produit l'ensemble de la verrie de l'université. Je ne savais pas qu'il y avait une production de verrie d'ailleurs sur l'université de Rouen. On l'apprend grâce à vous. Charles Lanel qui a donc rejoint la société Le Cordier Siverzo à Saint-Léger-du-Bourgogne. Oui, alors il est salarié donc depuis 4 ans. Il conçoit des pièces sur mesure en verre évidemment, destinées aux industriels spécialisés dans des domaines tels que l'agroalimentaire, le nucléaire, le pharmaceutique ou encore le pétrolier. Ça ne rigole pas, si je puis dire. Charles se distingue des souffleurs de verre à la canne, puisqu'il travaille avec l'aide d'un chalumeau. Alors évidemment, dans la profession, il faut aimer la chaleur. Voilà, parce qu'une fonte de verre peut monter jusqu'à 1900 degrés. Oui. C'est énorme quand même. C'est un peu plus que l'été à Deauville. Voilà. Sachez qu'en France, on compte à peu près 200 souffleurs de verre, dont une petite dizaine tout de même en Seine-Maritime. Et dans le métier, il y a beaucoup de débouchés. Ça, c'est une chose que j'ai apprise. Et la profession est à la fois, il faut le dire quand même, intellectuelle et manuelle, parce que c'est artisan. Il faut savoir concevoir des pièces de A jusqu'à Z. Et la discipline demande énormément de précision. Mais ça, quand on regarde le geste, on le comprend très vite. Et sachez que Charles accueille aussi de jeunes stagiaires. Alors si vous avez la fibre pour le verre, si je puis dire. Allez-y. Merci beaucoup, Dominique, pour cette belle découverte. On va terminer cette émission avec notre rendez-vous question pour un Normand. Et on va en apprendre encore un peu plus sur vous, Jean-François Pré, avec ces 10 questions. Vous voulez que je vous dise une chose parce que, pour faire la liaison avec le souffleur. Moi, j'ai commencé comme souffleur aussi, mais souffleur de Léon Zitrone. Et c'est vrai que quand j'étais avec André Théron et Léon Zitrone, j'étais toujours avec eux, et c'est comme ça que j'ai débuté, puisque quand ils ne voyaient pas un cheval qui tombait à Hauteuil, ou quand il y avait une arrivée serrée avec 5 ou 6 chevaux qui passaient le poteau dans la même foulée. Le fils spirituel. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc j'avais un petit papier, puis je leur mettais le petit papier, puis je leur soufflais à l'oreille, voilà. C'est incroyable. Vous avez eu 1000 vies, comme on dit. Le cidre du Pays d'Auge ou le poiré du Domfrontais, qu'est-ce que vous préférez ? Le cidre, mais très brut, le moins de sucre possible. La Turgoule ou la tarte normande ? C'est dur, ça. J'adore les deux. C'est la tarte normande. Il y a un pâtissier à Deauville qui en fait une excellente. Mais allez, la Turgoule, parce que c'est vraiment spécifiquement normand. On la trouve nulle part ailleurs. Le haras du Pin ou le haras de Saint-Lô ? Le haras du Pin. Le Cap de la Hague ou le Cap Fanier à Fécamp ? Fécamp. Salon du livre de Fécamp, magnifique. Un rendez-vous à ne pas rater. Voilà. En juillet. En juillet. La vallée de l'Orne ou la vallée de la Seine ? De l'Orne. Pourquoi ? Parce que la Seine,
La Seine, c'est un fleuve magnifique. Non, mais elle est très belle, la vallée de la Seine aussi. Mais la vallée de l'Orne, c'est plus sauvage. Enfin, c'est sauvage aussi. Comment vous dire? C'est moins connu, c'est moins parisien. Voilà, il y a la Seine, il y a plein de villes. Bon, C'est bucolique. c'est plus bucolique, voilà. Puis la Seine, moi, j'ai pris la tasse un jour dans la Seine. Je peux vous dire que j'ai pas eu envie d'en boire. Hein. Ça vient de là. Donc, non, l'Orne. Lorne. Le festival du cinéma américain de Deauville, chez vous, ou le festival du film de Cabourg? C'est pas loin, vous me direz. Non, je crois que le festival du film américain Deauville, c'est un grand événement. Un incontournable. Oui. Non, c'est un bel événement. Oui. La batterie de Longues-sur-Mer ou la batterie de Merville? Merville, peut-être. Merville, à côté de Caen. La foire de l'Essai ou la foire de Rouen? Alors, je ne connais ni l'une ni l'autre, Elles sont très différentes. mais oui, j'imagine. Bon, on va dire Rouen parce qu'on y est. Allez, Disons Rouen. Vous êtes plutôt Canet ou plutôt Rouennais, si on parle capitale? plutôt Canet. Plutôt Canet. Et puis vous préfériez prendre le ferry à Ouistreham ou à Dieppe? Ouistreham, c'est plus près de chez moi, mais Dieppe, je connais assez mal, donc je préférais le prendre à Dieppe parce que ça me permettrait de visiter la ville avant. J'arriverai 24 heures avant. Voilà, merci Voilà. beaucoup. Vous nous disiez, j'aime pas le mot retraité avant de prendre l'antenne tout à l'heure, mais vous êtes un retraité bien occupé. Oui. Vous allez continuer à écrire? Oui, un polar par an. Le dernier vient de sortir très récemment, là il est sorti à la mi-novembre. Et donc je suis en train de terminer, enfin pas tout à fait, après il y aura beaucoup de travail dessus, mais celui qui sortira en novembre 2026, et j'en ai toujours un d'avance, et j'essaye d'avancer comme ça, jusqu'au jour où la source sera tarie, mais pour l'instant ça marche bien, et mon enquêteur qui se balade un petit peu partout, mais il part toujours de Deauville. Enfin, il part toujours de la Normandie. Et il y a même un roman qui s'appelle L'étrange mort de Monsieur Stas, qui est sorti il y a 2 ans. Et je vous dis ça parce qu'on me l'a reproché. J'ai eu des critiques négatives à cause de cela. Parce que, en fait, ça ne se passe que dans le pays d'Auge. Et c'est une narration sous forme de dialogue entre mon enquêteur récurrent et une jeune nonne qu'il a rencontrée par hasard dans une chapelle. Et il lui raconte l'étrange mort de Monsieur Stas et son étrange vie qui est encore plus étrange. Et ça se passe, et évidemment, ça se passe dans des restaurants, dans des cafés de la région et tout ça. Et moi, j'ai des lecteurs qui m'ont écrit en me disant « mais c'est un guide touristique, c'est pas un polar ». Merci beaucoup Jean-François Pré Je d'avoir vous en prie. été notre invité dans cette émission Nous les Normands. Merci beaucoup Gauthier, merci, Merci, Dominique de Bastien. m'avoir accompagné. Merci à vous de nous avoir suivis, émission que vous pouvez retrouver évidemment sur notre application BFM Normandie et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Restez avec nous.